Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu en live. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous revoir. On était au Japon il y a quelques semaines de cela, on va en parler. Il y a eu des lives mais en différé, voilà, c'était pas vraiment en live, on a un petit peu triché. Ce soir, nous sommes bien de retour en live, on vous voit dans le chat. Et ça nous fait extrêmement plaisir de tous vous retrouver. Comme à votre habitude, vous le savez, si vous loupez une partie de l'émission, elle sera disponible en rediffusion sur YouTube, Spotify, Deezer et compagnie. Activez la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochains lives. Et on vous rappelle que l'émission a lieu 2 fois par mois, les lundis à 20h. Merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux. Ça nous fait toujours plaisir. On vous fera gagner des beaux cadeaux ce soir. Et ça, vous commencez à connaître un petit peu la musique. On va parler des salons Japan Expo. Et pour ça, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de Jean-François Dufour. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Monsieur Ilias. Comment vas-tu depuis tout ce temps Je sens comme quoi ça a bien marché quand je lui dis mais tu nous oublies maintenant. Mais là maintenant je suis Monsieur Jean-François Dufour. C'est toi le premier que on va commencer par bonne année à tous. Hein, évidemment. Parce que c'est la première édition en live, première émission en live de l'année. Et quand tu dis ça fait longtemps, on s'est quand même pas revu depuis le mois de novembre pour une émission. Donc, effectivement. Ça fait plaisir d'être là. À ta droite, nous avons Monsieur Thomas. Ah bon, j'ai cru que j'allais pas avoir mon monsieur. Tu m'as regardé, je t'ai vu. Je ne t'ai pas loupé. Thomas est avec nous ce soir. Meilleurs vœux à tout le monde. Et c'est bien, on se retrouve enfin, effectivement, en vrai live, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les commentaires, on nous demandait, ça y est, we are back. Et on n'est pas seul. Ils vous ont manqué tout le chat là. C'est longtemps. Hein. Bah ouais, mais enfin en même temps, on se retrouve souvent sur les réseaux sociaux. Là, c'est un moment de plus. C'est ça qui est bien avec En route pour Japan Expo, ce format, c'est que du coup, on est très proche directement des visiteurs de Japan Expo, des fans de Japan Expo. Et je pense que c'est une vraie plus-value. Et c'est trop cool aussi que vous puissiez parler directement avec le chat. Et c'était extrêmement plaisant, je pense, pour tout le monde. À ma gauche, vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez l'adorer. On a l'impression que tu présentes un match de boxe, quoi. Et à ma droite, et à ma gauche, Nicolas Ducot, directeur marketing et commercial des éditions Kana. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous et bonne année, puisqu'en effet, c'est de coutume actuellement. C'est vrai, on est encore dans les temps. Tant qu'on est en janvier, c'est ça. On est le 22. Exactement. On peut encore dire bonne année, donc bonne année à tous, bonne année à toi Nicolas. J'espère que tu vas bien. Ouais, carrément, ravi d'être là. Et tout le plaisir est pour nous, parce que ce soir tu es là pour nous parler d'un manga qu'on apprécie beaucoup autour de la table, j'en suis sûr, toi le premier. D'un monument. Jusqu'à ma droite aussi, on est assez fan. On va parler de Slam Dunk, carrément. Évidemment. Mais monument. Pas n'importe quoi. L'édition. Alors, on dit Deluxe. Deluxe ou Perfect? Deluxe. Chez nous, on est Deluxe. Donc, ouais, on est de la famille Deluxe. Deluxe. Magnifique édition pour un magnifique manga. On va en parler un petit peu tout au long de l'émission. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais on en parle souvent de Slam Dunk. C'est vrai. Il y a eu un film aussi qui nous a donné plein d'excuses pour en parler. Après, on a même fait des expositions où on a des produits. Enfin bref. Ne repassons pas une année Slam Dunk. Bah si, parce qu'il y a la Deluxe qui arrive. Et pas que, parce que elle sera accompagnée du coup très bientôt d'Artbook. Mais on va en parler. Carrément. Il y a de quoi faire avec Slam Dunk pour cette année 2024 chez les éditions Kana. Avant tout, messieurs, on revient du Japon. On voudrait faire un petit bilan de votre voyage au Japon. On va commencer par les nombreux rendez-vous. Et moi qui vous ai vu sur place, je vous ai vu très très fatigué parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ouais. Très intense. Est-ce que tu veux peut-être nous en parler un petit peu, Thomas? On a rarement autant pris le train. Ouais. Parce qu'on a fait, pour la particularité, là, on est allé à Osaka en plus d'aller à Tokyo. Donc forcément, ça nous a fait nous promener pas mal. On a fait énormément de rendez-vous. On a vu les éditeurs de jeux vidéo, les éditeurs de manga. On a vu des artistes, pas mal. On a fait des très, très beaux, très, très belles interviews, de très belles rencontres. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a rencontré le gouvernement, beaucoup. On a fait des expositions. On a eu la chance d'aller voir notamment l'exposition Bleach, qui était assez extraordinaire. Je sais pas si vous avez été à celle de Tokyo Revengers, vous, finalement? Non, finalement, non. On n'a pas pu. Mais la Bleach était magnifique. La Bleach était magnifique. On a été à Jump Festa, comme on disait. C'est vrai que ça donne pas mal d'idées. On a pris des belles photos en disant, dis donc, ça, ce serait bien aussi.
Et c'est vrai qu'à Japan Expo, on a le grand Naruto qui est un point de repère assez impressionnant. Et là, Naruto n'était pas tout seul à Jump Festa. Et on en a vu partout. Et il y avait même son fils, je crois, en version Boruto. En version... tout à fait. Mais du coup, tu m'as posé la question ce matin, justement. On m'a dit, mais Japan Expo, ils se sont inspirés de... C'est quoi les sources d'inspiration pour Japan Expo? Et la Jump Festa, ça a été une source d'inspiration ou pas? Alors la Jump Festa, ça faisait un petit moment qu'on n'y était pas allé, mais la première fois, ça devait être quoi, 2012 2010, je sais plus. Non, 12. Ah non, ça devait être 10. On était jeunes, c'était les 40 ans de Shonen Jump, tu sais. Il était venu. Et alors, c'était très différent de ce qu'on a vu cette année, parce qu'à l'époque, en fait, c'était quasiment que des animations. Donc, tu avais 2 bateaux de pirates avec des boulets de canon qui se tiraient les uns les autres, etc. Ouais. Vraiment que des animations inspirées. Avec un processus chelou, il fallait faire les files d'attente, passer au travers de la boutique et après accéder aux animations. Ah oui, d'accord. Okay. Mais tout ça à l'échelle d'un Japan, quoi. Ouais. Donc, c'était un peu grand. Ça permet à Jump Festa de voir justement ces structures gonflables géantes, certaines décorations, etc. Ça donne des idées. Mais si on doit parler d'inspiration en tant qu'organisation du festival et contenu, je crois que c'est plus San Diego Comic-Con qui nous a... qui nous avait scotché quand on y allait. La première année où on y allait, on a eu un waouh. Ouais, d'accord. Parce que c'est à la fois pour les beaux stands, pour les décos et tout, mais aussi pour l'ambiance en fait pour les visiteurs, parce que puis toutes les scènes, les conférences, c'est comme ça qu'on a démultiplié nos scènes, c'est comme ça qu'on a parce que il y a à Comic Con San Diego et à Japan, on espère maintenant, il y a 2 expériences en fait. Il y a l'expérience en exposition avec les exposants, et il y a l'expérience spectacle sur les scènes, parce que maintenant on a 15, 16, enfin beaucoup trop de scènes. Ça dépend des années. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça a été une belle claque et ça nous a beaucoup inspiré. Après, on s'est aussi inspiré de ce qu'on a vécu, et puis de ce qu'on a vu au Japon. Anime Japan, à l'époque c'était Tokyo Anime Fair, voilà. Mais c'est aussi des bons moyens justement pour revenir avec des photos en disant « Oh, regardez, c'est magnifique ça, Kana, il voudrait pas faire ça. » Nous, ça a été pareil. Et c'est bien, Kana a fait. Oui, le ballon Naruto, l'inspiration, elle vient Le premier ballon que vous avez amené, c'était Kyuubi. On avait la tête là. Et au début, j'étais « Mais qu'est-ce que c'est ?» Le temps qui se gonfle. C'est quoi ce truc? Ouais, tout à fait, carrément. Le 2010, oui, moi j'y étais aussi, pour le coup. À la Jump Festa. Première année chez Kana à l'époque, pour le coup. Ça rajeunit pas, en effet. Il y a 2-3 ans. C'est vrai que le ballon Naruto, il est iconique. Japan Expo, c'est le point de rendez-vous, je pense. Tout le monde... on se retrouve au Naruto géant. Alors, normalement, on le trouve. C'était, parce qu'en l'occurrence, l'an dernier, on a décidé de lui donner une retraite bien méritée. Tout simplement. Et Boruto, alors pourquoi il vient pas? Parce que pour l'instant, on n'a pas voulu faire cette révolution-là. En fait, entre-temps, on a développé ce qu'on appelle le Konoha Express, qui est une espèce de camping-car, ou je ne sais même pas comment l'appeler, autour de Naruto, qu'on trouve particulièrement classe. Et donc, on s'est dit que ça se faisait une chouette évolution, justement, par rapport au Naruto géant. Après, peut-être qu'un jour, pourquoi pas, le fils de Naruto viendra, en effet, on verra. À part ça, du coup, Japon, on a fait un petit peu le tour. Je sais que vous avez pris quelques petits rushs vidéo. On mettra peut-être sur les réseaux sociaux très bientôt. On a essayé de faire un peu de vlog. On nous a contraints et forcés de faire des vlogs. Donc, il y aura la vérité. Disons que c'est pas simple, parce que dès qu'on arrivait en rendez-vous, la plupart du temps, on nous disait non, vous pouvez pas filmer, désolé. Donc, on avait l'impression de filmer le trajet entre deux rendez-vous. On a des cheminements de rue, mais de ouf. À pied, en taxi, en train. Et du coup, le soir, il fallait prendre le temps de dérocher en disant aux équipes en France, voilà, ça, j'ai filmé, c'est à l'arrivée chez machin. Et en fait, ça prenait un petit peu de temps, et du temps qu'on n'a pas, parce que les journées sont déjà relativement chargées. Donc ça a marché au début, puis après la fatigue arrivant, je mettais la carte SD dans l'ordinateur, et le lendemain, je me réveillais. Voilà. Normal. Bon, c'est des choses qui arrivent. La question que je vous pose, messieurs, c'est suite à ce voyage, est-ce qu'il y a des belles choses
qui arrive à Japan Expo. Plein de belles choses qui se sont confirmées pour cette année. Il y a aussi plein de belles choses qui se sont pas confirmées parce que du coup, c'est toujours ça. On lance plein d'idées, plein de projets et on a la moitié qui se concrétise, la moitié qui se concrétise pas. Et puis, on a surtout pu voir que après une année de retour pour nous, c'était l'année 2022 après le Covid. On avait des Japonais un peu frileux. En 2023, ils sont déjà revenus bien plus nombreux. Et là, en 2024, ils sont surexcités à l'idée de venir. Alors, il y en a certains qui ont des drôles d'idées, genre on va venir à Japan Expo et on restera jusqu'aux Jeux Olympiques. Ça va faire un peu long quand même parce que ils se rendent pas compte. Les Jeux Olympiques, c'est le 26. Nous, on finit le 14. Donc, je ne crois pas qu'ils auront la possibilité de rester aussi longtemps. Ils n'ont pas 4 semaines de congé, les Japonais. Donc, il y en a qui nous ont demandé si on pouvait mettre des jours plus tôt parce qu'il faudrait qu'ils partent un peu plus vite. Et voilà, après, le voyage de décembre a toujours ce goût un peu particulier où beaucoup de rendez-vous se concluent en disant faut qu'on attende le nouvel exercice fiscal qui est au 1er avril chez eux pour pouvoir valider certains budgets, etc. Et donc, on a plein de choses qui se lancent et il faut attendre encore un petit peu. Le 1er avril. Et c'est pas une blague. Oui, de fait. mais du coup, c'est passionnant. Et puis, c'est aussi parfois des projets pour 2025, 2026 qu'on a évoqués. On a même eu la possibilité de faire quelques interviews qu'on va utiliser dans le cadre d'expositions, soit cette année, soit plus tard. Voilà. Et c'est vrai que... Moi qui ai une affection particulière pour ces grands messieurs qui sont parfois un peu âgés, on a envie de, quand on a la possibilité, vite les rencontrer, les interviewer, en se disant on sait jamais, on va rendre hommage à Buichi Terasawa qui nous a quittés en septembre. On a passé plus de 10 ans à essayer de le faire venir. Finalement, l'année où il devait venir, il n'était pas en bonne santé, il a annulé. Et puis maintenant, il n'est plus parmi nous. Donc, mais on a des trésors d'archives grâce à nos rencontres. Qu'on espère bien pouvoir montrer un jour à tout le monde. Mais et ça nous a aussi permis, en étant au Japon, de courir après certains invités pour leur faire signer leur contrat de venue. Et alors, je ne sais pas d'où vient ce mythe, mais la Jump Fest, ce n'est pas gratuit. Si, c'est gratuit. Jump Fest, pour entrer, tu payes pas. Ça dépend ce que tu veux faire. Après, c'est encore autre chose. Si tu veux aller dans les stands qui vendent des produits dérivés, c'est gratuit. Pour accéder à certaines scènes, ça devient payant. C'est pas tout gratuit. Il me semble pas. C'est des tirages au sort. Il y a des tirages au sort et il y a des tirages au sort qui te permettent d'acheter des tickets après. Peut-être. Donc, il y a des tirages au sort de tickets. Voilà. Mais après, c'est vrai que l'avantage par rapport à l'édition qu'on avait vue en 2010, que moi j'avais trouvé beaucoup trop peuplée, où on circulait très difficilement, c'est que là, ils ont mis en place tous ces tirages au sort qui permettent de limiter la quantité de gens qu'il y a à un instant T. Et donc, du coup, ça devient plus vivable. C'est ça. Du coup, tu l'as vu à l'époque. Donc, il y avait cette espèce de truc où tu rentrais là et d'abord, tu devais passer au travers des boutiques. Là, en fait, comme c'est chaque ayant droit qui a son stand, les espaces d'achat de goodies, en fait, sont éparpillés sur chaque stand, dans toutes les surfaces. Et à chaque fois, du coup, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on imagine quand on voit Japan. Comme vous avez la partie animation, la partie vente. Et maintenant, il y a tout ça partout. Ouais, d'accord, ok. Bon, en tout cas, c'était assez impressionnant et je pense que ça vous a peut-être donné des petites idées sympathiques peut-être pour Japan Expo, de revoir un petit peu Jump Festa en 2024. Ça permet quand même de voir aussi quelles sont les tendances au Japon, quelles sont les séries qui plaisent le plus au public japonais. Alors, c'est généralement pas la même chose en France, mais ça permet quand même de se donner des idées, des licences à suivre pour se dire, bon, si ça cartonne, peut-être que bientôt, ça sera la même chose en France. Il y a des choses qui cartonnent en France, mais pas au Japon et inversement. Donc, ce n'est clairement pas un modèle qu'on suit à la lettre, parce que sinon, on se plante. Il n'y a pas une transformation immédiate et évidente. Après, il y a quand même... Il y a quelques séries qui sont un carton au Japon qui, vraisemblablement, n'ont pas marché en France. C'est ça. Gintama, lisez Gintama. Gintama, c'est très bien. Je pensais plus à Toriko, moi, mais bon. Je suis désolé, je vais être très D'accord, bon, c'est bien, j'avoue. C'est normal. Mais Gintama, je pensais que c'était quand même une série qui marchait. Ah non. Manga, elle a beaucoup de mal. Marrant, parce que c'est quand même une sacrée image. C'est une sacrée image, mais
Il y a beaucoup de tomes. On imprime 1000 exemplaires pour les 700-800 fans de Gintama. Ça depuis de nombreuses années. Mais ça fait partie après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de références dedans qui sont... faut vraiment connaître pour comprendre. Et c'était comme ça à une époque pour Jojo. Quand Tonkam a commencé Jojo, c'était... voilà. Cela dit, on peut saluer les éditions Kana qui réimpriment toujours, souvent, très souvent. Ouais, réimprime. C'est surtout... Là, ça, c'est un truc super important pour nous, c'est que... On est avant tout des fans de manga et donc en effet, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais arrêté une série en cours. On est toujours allé au bout et ça fait partie un peu de l'ADN de la série. Je sais que vous êtes connu quand même pour souvent réimprimer et rarement laisser les séries à l'abandon. Donc faut aussi le souligner, c'est très bien. On fait quelques petits rappels des annonces. Oui, parce que comme je disais, on a couru après des artistes pour leur dire allez, maintenant vous signez, comme ça on peut vous annoncer. Donc on a pu annoncer notamment oui, on a pu annoncer, c'est à moi de le dire en fait. Mamoru Yokota. Mamoru Yokota, qui est donc notamment qui travaille en tant qu'animateur sur plein de séries comme Dragon Quest, Dai no Daiboken, comme Naruto Shippuden. On a déjà eu l'occasion de l'accueillir. Là, il viendra accompagner, mais plutôt bien accompagné, puisque Tsukasa Kotobuki, qui est notamment un des disciples de Yasuhiko Yoshikazu et qui a donc fait beaucoup de Gundam, mais qui aussi dernièrement a officié sur Shinjuku Private Eyes, donc le film de City Hunter qui était sorti il y a 2 ans, 3 ans en plus maintenant. Plus. Déjà plus. La pandémie début de pandémie, je crois. Bon, je crois c'est avant la pandémie. Si vous y connaissez, vous savez quand c'est sorti. Avant la pandémie, t'as raison. Je me souviens de la pandémie. Voilà, donc ça date un peu. Avant la pandémie. Ça fait bizarre. Vite. La vache. Voilà. On a aussi la possibilité d'annoncer donc Shaodo, un chanteur-rappeur anglo-saxon qui a cartonné cet été sur Paris et qui vient à Marseille et qui est accessoirement hyper sympa, qui chante bien, il met le feu sur scène, donc c'est une très très belle expérience. UNPIA, on en a vu le clip juste en générique là, donc ce groupe d'idoles japonais qui viendra après Paris va mettre le feu à Marseille également. Du côté hors Japon, donc avec Amazing. Il y a MH Project et Mad Squad qui sont 2 groupes de danse K-pop qui vont faire du cover dance, qui vont faire des initiations. Il y a plein de choses qui vont avoir lieu pendant les 3 jours du festival. Et voilà, si on fait un petit récap des annonces, il y en a eu certainement plein d'autres, mais ça, je vous invite à regarder les replays sur YouTube. Exactement. Et puis, si je regarde l'anti-sèche, il y en a plein encore à la fin de l'émission. Oui, c'est ça. Effectivement. Il y aura beaucoup de belles annonces, donc restez bien jusqu'à la fin. Il y a quelques semaines, pour revenir sur les actus manga, animé, jeux vidéo, peut-être même un peu les 3 en même temps, sur cette actualité-là, c'est le jeu de combat Hunter x Hunter. Parce que oui, on dit Hunter x Hunter et non Hunter x Hunter, tu peux le dire, tu peux le témoigner, je pense. Ouais, après, pendant des années, évidemment. Admis de dire Hunter x Hunter, mais oui, évidemment. En termes de puriste, on dit Hunter x Hunter. Jeu de combat Hunter x Hunter, Nen Impact, qui arrive du coup cette année. Donc on a hâte de voir ce qu'il en sera. Toi, du coup, Nicolas, Hunter x Hunter, c'est une place assez importante chez les éditions Kana. Ça fait partie des œuvres pareil cultes des éditions Kana. Culte parce que Tokaichi Sensei est un auteur exceptionnel. Ça fait partie des séries qu'il faut lire absolument, notamment toute la première partie d'Hunter. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génialissime, il n'y a pas d'autre mot. Et exceptionnel aussi, parce que malheureusement, ça fait partie aussi de la grande histoire du manga. Oui, on a un auteur qui a pas mal de problèmes de santé, tout simplement. Et donc, il y a un rythme erratique qui, dans le domaine du manga, est absolument exceptionnel dans le mauvais sens, puisque Hunter, c'est censé être un weekly, un hebdo à la base, donc forcément, quand on a un tome qui sort tous les 3 ans, ça sort un peu de l'ordinaire. Mais qui continue à cartonner. Les fans n'abandonnent pas Hunter. Là, quand le dernier tome est sorti,
Togashi Sensei himself a posté sur Twitter. On appelait encore ça Twitter à l'époque. Et en fait, c'est quoi? C'est plus d'1 million de retweets qu'il a eu. Enfin, ça a été une folie absolue. Voilà. Donc oui, il y a vraiment. Enfin voilà, ça fait partie de ces séries complètement cultes en effet, et dont les gens gardent vraiment un attachement vraiment fort à cette série, malgré le rythme erratique. En même temps, il est doué. Ah ouais, il est très très bon. Carrément. C'est fou. Ouais. J'ai rarement lu un manga aussi bavard quand même. Oui. Il est impressionnant quand il commence à se lancer dans des explications, parce que tu disais j'ai bien aimé la première partie, mais c'est vrai que on a l'impression de changer de série à chaque arc. Ah, c'est un nouveau manga à chaque fois. C'est génial. Ouais, mais tu vois, dans l'univers très codifié du manga, c'est top d'avoir aussi des mangaka qui s'affranchissent justement des codes et qui... voilà, c'est un vrai auteur qui fait ce qu'il a envie. Et en effet, avec l'arc des fourmis et là, le dernier, avec l'héritage et tout ça, enfin, c'est vrai que c'est plus la même chose. Des fois, ils changent même les personnages, parce que on était quand même très centré sur Gon. Et puis, oui, la Gon a un peu disparu ces derniers temps, tout à fait. Très Kurapika à la classe ici. Voilà. Oui, alors au bureau, on a des gens qui sont très Gon et très allergiques à Kurapika. Du coup, il y a des guerres au bureau. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que là, oui, voilà. Et donc, là, on a sorti une nouveauté en début d'année, 2023. On est en 24, faut que je m'y fasse. Et ça a été, un carton aussi en termes de chiffres. Ça a très bien marché au Japon. C'était aussi un succès phénoménal. Donc on verra bien pour ce jeu vidéo quand même qui sort. On a rarement eu de jeu Hunter x Hunter, maintenant que j'y pense. Donc à voir ce qu'il donnera sur un jeu de combat, on sait. Donc, tiens, dans les trucs que j'ai vus au Japon, et je serais très très curieux de voir, c'est le jeu de cartes là, Union Arena, où justement il y a du Hunter x Hunter dedans, mais tu as du Hunter x Hunter, tu as du Demon Slayer, tu as plein de séries en fait qui sont... vraisemblablement, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas faire un jeu sur une seule licence comme avec One Piece ou Dragon Ball. Donc là, ils réunissent plein. Et ça a l'air assez génial. Sympa, effectivement. Donc le jeu Hunter x Hunter, il arrive très bientôt. On reste un peu dans les actualités Kana avec une autre série. C'est sympa. D'un grand auteur aussi de chez vous. C'est Dead Demons Destruction de Inyo Asano. Qui arrive bientôt en animé. Alors c'est très rare que Inyo Asano ait une adaptation animée, donc c'est important de le souligner. Il me semble qu'il sera découpé en 2 parties, en semi-long métrage, on va dire 2 parties. On a hâte de voir ça. La première partie sort le 22 mars, la deuxième au Japon, le 22 mars, et le 19 avril pour la seconde. Est-ce qu'on aura ça en France? Je l'espère de tout cœur. Voilà. Si vous nous entendez, les ayants droit, sortez-nous ça, parce qu'on a hâte de pouvoir découvrir du Inyo Asano sur nos écrans. Le manga est absolument fou. Inyo Asano, c'est un auteur assez reconnu aujourd'hui, à sa juste valeur. Et ça, mais c'est ce que tu dis justement, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est pareil. C'était pas le cas avant. C'est une fierté. Encore une fois, moi, ça fait 14 ans maintenant que je bosse chez Kana. Donc, j'ai commencé le marché du manga à 30 ans en France à peu près. Hein. Donc voilà, j'en ai vu à peu près la moitié. Et enfin, il y a une dizaine d'années, Asano, ça ne se vendait pas du tout. Et ça, tu vois, ça c'est un truc aussi dont je suis assez fier dans notre maison, c'est la politique d'auteur. Parce que Inyo Asano, c'est un auteur qu'on aime vraiment chez Kana depuis toujours, et en fait qu'on a suivi série après série, one shot après one shot, même quand ça marchait pas plus que ça. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que le marché du manga est assez mûr, justement. Tu as toute une partie du lectorat qui a plus envie de lire que du shonen parce que il a 30, 40 ans, et justement il va vraiment sur ce type de manga. Et le manga au Japon, c'est ça, encore une fois, c'est vraiment il y a des mangas, on n'arrête pas de le dire, pour tous les goûts, c'est exactement ça. Et ça fait plaisir de voir que un auteur comme Inyo Asano, petit à petit, a vraiment réussi à trouver ses lettres de noblesse chez nous. Est-ce que tu penses qu'un animé comme celui-ci peut un petit peu aussi peut-être rebooster encore les ventes, parce que le manga maintenant est terminé chez vous en France. Tout à fait, Est-ce que tu penses que des tomes 1 vont se revendre un petit peu par palette après ce genre de... Palette, c'est un grand mot. On est sur du seinen, donc c'est quand même un peu différent. De raclette. Mais oui, après on le sait, c'est la force du manga évidente qui est le 360, le fait que le manga animé et ainsi de suite. Donc oui, c'est évident qu'on va avoir un effet positif. Après, voilà, il y a beaucoup d'animés qui sont sortis et vont sortir. Il y a une très très forte recrudescence de la production audiovisuelle japonaise depuis le Covid. Donc c'est moins fort et moins évident qu'avant. Et puis encore une fois, c'est pas du shonen. Donc ça change tout.
Inyo Asano, on rappelle encore une fois l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun, Errance, La fin du monde avant le lever du jour, Solanine et plein d'autres titres qui sont à retrouver chez les éditions Kana. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, c'est vraiment très très bien. On continue avec un gros film qui sort en ce début d'année, c'est le 24 janvier qu'il sort. Dans 2 jours. Dans 2 jours. Alors nous discutons, nous parlons en live sur Twitch. Il s'agit de City Hunter, Nicky Larson, Angel Dust. Ça arrive enfin. Au Japon, il est sorti en août, je crois, dernier, l'été dernier en tout cas, j'en suis sûr. Donc il arrive assez rapidement finalement en France. Tu as pu le voir ou pas? On a regardé le titre dessous parce qu'au Japon c'était marqué Final Chapters Begins. Tu fais, T'as pu le voir le film ou pas? Non, j'ai pas été le voir au Japon, mais j'ai déjà regardé qu'effectivement il était à côté de la maison la semaine prochaine là. Alors on me demandait, oui j'ai vu Godzilla Minus One hier, donc il n'y a pas de problème. Moi j'ai bien aimé. Après c'est très différent des versions américaines, évidemment, mais on retrouve le genre de cinéma japonais que j'aime bien. Alors, c'est plus les trucs trop kaiju jouets de Godzilla, parce que les premiers ont une philosophie, puis après, c'est surtout voyons voir quel est le monstre qu'on va combattre cette fois-ci. Là, on retrouve vraiment les débuts, le côté Minus One, donc -1, c'est pour dire que c'est une préquelle, grosso modo, donc c'est vraiment bien foutu, et honnêtement, effectivement, les effets spéciaux, etc. Alors, il y a quelques moments où on voit quand même, mais il est assez mortel pour un film à petit budget, on va dire, parce que quand on voit les coproductions américaines qui sont en centaines de millions de dollars, là, on est à 15 millions de dollars, je crois, pour le film, et il est magnifique. Mais ce n'est pas un film d'action à l'américaine, quoi. On est loin. Pour revenir un petit peu sur le City Hunter, du coup, tu l'attends, j'imagine, avec impatience. Angel Dust, je l'attends avec impatience, mais je me suis dit que j'allais pas me le spoiler. Et effectivement, j'attends de pouvoir aller le voir tranquillement en France la semaine prochaine. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir il y a à peu près 2 mois, je pense, en avant-première, en sous-titré français, du coup. Et on comprend du coup le Final Chapter Begins. Je ne dirais pas pourquoi, tu le comprends. J'ai une idée vu ce que nous a dit l'auteur, mais je pense que tu as une idée. En tout cas, le film est très cool. Je vous recommande quand même d'aller le voir au cinéma, une fois pour soutenir aussi l'animation japonaise. Et de toute façon, allez voir les films japonais au cinéma. Ça, c'est sûr. On retrouve une histoire de Ryo Saeba. On voit les 4 Size et compagnie qui se retrouvent embarqués dans une énième histoire, encore une fois. Il paraît que le son est très bas. Le son ici, là, tout de suite? Oui, les gens, ils nous entendent pas. Ils vont nous arranger ça en régie, j'en suis sûr. Allez, la régie! Mais voilà, en tout cas, je vous recommande vivement ce film-ci. Il sort, du coup, après-demain. Donc, foncez dans vos salles obscures. On continue. J-Music conquiert le monde. Exactement. Avec Hatsune Miku, qui sera présent à un festival de musique, et pas n'importe lequel, c'est un des plus connus, je pense, au monde. C'est Coachella. Voilà, oui, vous avez bien entendu. Hatsune Miku sera à Coachella. Elle est dans la grille de programmation. Avec aussi YOASOBI et Atarashi Gakko. Donc le Japon et la J-Music est plus que jamais présente. Nous, ça nous fait du bien de voir un peu de J-Music dans cet univers de K-pop. Donc, c'est pareil, il y aura sans doute des streams en live, donc n'hésitez pas à aller voir, ça vaut le coup. Et puis les 2 autres, YOASOBI, si vous ne connaissez pas, c'est à découvrir, et Atarashi Gakko, c'est un truc que j'adore. En ce moment, franchement, ça cartonne, on les voit un peu partout, c'était chez Jimmy Kimmel et tout ça. Elles ont le feu et elles cassent les codes. Elles ont fait exploser le Kohaku en fin d'année au Japon. Elles ont gagné plein de trucs, récompenses en fin d'année et tout. À voir, si tu n'as jamais vu, juste tu vas voir sur ces chambres. Moi, j'avoue, je suis pas spécialiste pour le coup. 3 minutes, regarde ça, ça va t'éclater. Leur dernier clip qui s'appelle le Tokyo Calling, là, elles sont dans des décors de Godzilla. Elles sont au milieu des immeubles et tout ça, et tu les vois, c'est sympa comme référence. Elles se moquent un peu des codes idol. Elles sont hyper provoques, c'est génial. D'accord, très bien. Et elle cartonne au Japon. Donc, c'est important de le préciser également. On continue l'émission. On a terminé un petit peu sur les actualités. On en avait de très sympathiques aujourd'hui. On va continuer avec toi, Nicolas. On va parler un petit peu de toi, de Kana, de Slam Dunk. C'est tout de suite dans l'invité de la semaine. Jingle.
On est parti pour l'invité de la semaine et cette fois-ci c'est Nicolas Ducot, directeur marketing et commercial des éditions Kana qui nous fait encore une fois le plaisir d'être avec nous. Rebonsoir, j'ai envie de dire. De nouveau ravi d'être là. Et bonne année. Bonne année. On est dans une boucle temporelle. Quoi. On va parler évidemment de toi, de Slam Dunk, des éditions Kana. Tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ton cursus, un petit peu ce que tu as fait dans la vie avant d'arriver. Je pense que vous êtes nombreux à ne pas me connaître. Quelque part, ça me rassure. Donc, moi, je suis Nicolas Ducot, je suis directeur marketing commercial de Kana. Comme je dit tout à l'heure, depuis 14 ans maintenant, hein, ça commence à faire une petite trotte. Je fais partie de la première génération. Hein. Moi, j'ai 43 ans, donc j'avais 7-8 ans quand le Club Dorothée est arrivé. Donc, j'ai fait des yeux comme ça sur ce que j'ai vu. Je suis tombé amoureux d'un certain Chevalier du Zodiac, hein, qui était mon dessin animé culte et qui l'est toujours aujourd'hui. Et qui m'a petit à petit en fait, conduit à jusque-là ce soir et de manière générale aux éditions Kana, hein, puisque c'est vraiment... j'ai fait des études de gestion, d'économie et compagnie, et à un moment, je me suis dit, ouais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de promouvoir les petits pois ou le crédit à la consommation de Carrefour? Et je me suis dit, non, pas vraiment. Et donc, l'édition, la BD, le manga se sont imposés d'eux-mêmes. Voilà, donc ça, c'est ma petite histoire à moi. Donc, en fait, je suis arrivé chez J'ai Lu à l'époque, qui était un éditeur de manga, jusqu'au jour où je signe mon CDI. Et ce jour-là, la DG, c'est évidemment une grande coïncidence, a décidé de mettre fin à la collection de J'ai Lu manga. Le même jour. Le même jour, ouais. Ça, c'est toujours le petite anecdote. Et puis après, j'ai fait quelques années dans l'édition chez J'ai Lu, puis j'ai rejoint Kana en 2010, comme je disais. Et t'as fait l'aventure manga chez J'ai Lu quand même un petit peu? Ouais, un petit peu, ouais, avec Tsubasa, avec comment ça s'appelait déjà? Voilà, et puis comment il s'appelait? Orange Road. Ouais, Orange Road. Donc voilà, donc oui, Kenshinmi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et Shin-Chan aussi, vite fait, hein, Shin-Chan, J'ai Lu. C'est plus dur. Ouais. Très très vite fait. Et voilà, et après, donc, je suis arrivé chez Kana, donc là c'était autre chose, évidemment, un autre niveau. Et puis éditeur de Saint Seiya aussi, donc il y a un côté boucle un peu bouclé, avec jusque-là au bout du bout depuis 2 ans maintenant, hein, puisqu'on a édité en BD, puisqu'on s'est lancé là-dedans la collection Classics, justement du Saint Seiya également, avec Jérôme Alki et Arnaud Delaine. Voilà, donc c'est vraiment la passion qui m'a conduit jusque-là après toutes ces années. Donc c'est beau. Je suis assez content. C'est un chouette parcours. C'est des métiers passion de toute façon, hein, donc voilà, donc assez ravi. Concrètement, parce que c'est vrai que c'est des mots, peut-être, c'est des termes un peu pour les gens qui sont peut-être plus jeunes aussi, hein, directeur marketing et commercial. Concrètement, alors, qu'est-ce que je fais? Donc d'un côté, en fait, moi mon job c'est de commercialiser, donc directeur commercial, tout notre catalogue, et de promouvoir, ça c'est la partie marketing, donc de faire en sorte que les mangas justement, les fans en entendent parler de diverses manières, quand vous allez en librairie, à la Fnac, ou je parlais de Carrefour aussi. Donc ça c'est avec de la visibilité en point de vente, faire en sorte que nos mangas soient plus visible si possible que ceux des petits concurrents, et puis après sur tout le reste en communication, donc sur les réseaux sociaux évidemment, hein, puisque comme on le sait, le manga c'est vraiment une base de fans, une vraie communauté, donc ça c'est d'un point de vue marketing c'est aussi quelque chose d'assez important, et puis après voilà, de manière plus générale, d'aller à Japan Expo, ça fait partie aussi les réunions commerciales du marketing, chez les distributeurs et tout les ça. réunions commerciales, ça c'est la casquette commerciale pour le coup. Enfin voilà, moi j'ai vraiment les deux parties, d'un côté la promotion et d'un côté en effet la commercialisation. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant aussi de voir un petit peu ce côté-là, un petit peu du monde de l'édition. Pardon, mais en fait, dans une maison d'édition, très basiquement, tu as 2 gros départements. Tu as l'édito, qui, par définition, s'occupe vraiment de choisir les titres, et puis après, évidemment, de les traduire, de les faire imprimer et tout ça. Et puis après, une fois que les mangas sont nés, entre guillemets, ils basculent sur la partie plus encore en aval, et donc c'est tout ce qui est commercialisation, marketing et tout ça. Bien sûr. Et ce soir, tu es ici pour communiquer, j'ai envie de dire, autour d'un manga, et pas n'importe lequel, c'est un monument du manga. Évidemment, c'est Slam Dunk qui ressort dans une magnifique édition de luxe en France. Après des années, on l'attendait, hein, les fans, on était nombreux à l'attendre, on l'a enfin eu. Tout à fait. Et pour notre plus grand bonheur, on rappelle, hein, Slam Dunk, c'est
l'un des mangas les plus vendus de tous les temps au Japon. Et c'est, quand je dis, c'est top 3, quoi. Top 3 mangas les plus vendus ever, avec les Dragon Ball, les Demon Slayer maintenant qui sont bien montés. On fait partie de ce panthéon-là. Jean-François, je sais que Thomas aussi, vous êtes très fan de Slam Dunk. C'est un manga qui, dès les débuts. Quand même, c'est Jean-François qui a dit il sort, il faut qu'on les invite pour faire une émission spéciale. On a vu la date, on a dit voilà, du coup, 17 janvier. Alors, 15 janvier, 22. Non, mais la sortie de Slam Dunk. 19 janvier, on a une émission le 22, allons-y. Ah non, finalement, elle est le 15. Bon, alors, du coup, désolé pour la semaine dernière. Mais c'est vrai que c'était à mon sens, dans l'idée de l'émission de cette année où on fait venir les gens qui font l'actualité et qui viennent à Japan Expo alors depuis, parce que Kana, je pense, c'est un des premiers éditeurs. Je pense, voilà. Alors, tu sauras mieux que moi parce que j'y étais pas pour le coup. C'est quand même encore plus vieux que moi. Vous étiez présent en 2001 à l'Espace Austerlitz. Et je m'en souviens très bien parce que le vendeur que vous avez sur votre stand, c'était mon père. Parce que vous n'aviez pas de vendeur, donc c'est mon père qui tenait le stand. Énorme. Et mon père a tenu le stand 2001, 2002, 2003. Et après, vous avez commencé à avoir des équipes. Fait le truc. Mais à ce moment-là, effectivement, Kana nous disait on viendrait bien, mais on n'a pas d'équipe. Est-ce que vous auriez des gens de confiance? Et donc, des gens de confiance. J'avais mon père. Voilà. Et Kana est né en 96, tu vois. Donc, voilà, moi, j'étais invité tout au début de Kana par Vincent Zuzulkowski et Misato pour le lancement. Alors, à cette époque, c'était Armageddon. Ah oui, putain, là, voilà. Là, tu viens de passer quasiment 30 ans. Et donc, c'est vrai que c'est spécifique. Et puis, Slam Dunk, alors moi j'ai suivi la fin du manga dans le Shonen Jump toutes les semaines à l'époque. Je suis un peu plus vieux que toi. Un petit peu. Et quand c'est sorti chez Kana, voilà, c'était vraiment un plaisir. J'ai toujours été un peu attristé parce que ça semblait pas avoir le succès. C'est pas aussi. Non, après c'est. Ça n'a pas autant de succès qu'au Japon. C'est tellement monumental au Japon. Voilà. Et donc pendant longtemps, j'ai cru qu'effectivement cette édition de luxe resterait dans les cartons. Dans les cartons, et j'embêtais Christelle régulièrement en disant bon alors. Elle me dit non mais c'est bientôt. Et puis là, Star Edition, je fais pas non. De luxe, on a dit. Christelle Lons, qui est la directrice générale des éditions Kana, et l'une des cofondatrices, pour le coup, avec Yves Schlierf, les deux fondateurs des éditions Kana. Mais ça. Alors, donc, Slam Dunk, chez nous, c'est 99. Alors, on fait vraiment les vieux, là, parce que là, ça fait 25 ans. Et c'est aussi pour ça, le clin d'œil, là, ça fait 25 ans. Donc, on aimait bien ce petit clin d'œil, entre guillemets, pour le sortir cette année. Donc, on l'a sorti en 99. Donc, ça fait partie de nos premiers mangas japonais à l'époque. Il faut savoir, donc, Slam Dunk, comme tu disais, Jean-François, c'est début des années 90 au Japon, si je me souviens bien. Et donc, c'est un truc qui a tout révolutionné au Japon. Vraiment, c'est pas pour rien qu'il a atteint ce niveau-là. Dans le monde entier. En Corée, nous, on en a parlé avec des Coréens qui nous disaient que là-bas, c'est juste la folie furieuse. En Chine, je sais aussi que quand le film est sorti, là, il y a des fils qui se sont créés pour aller le voir, quoi. C'est clair, je sais qu'au Japon aussi, ça a donné une grande popularité au sport, le basket. Juste un manga qui pousse un sport à ce niveau-là dans toute une nation, c'est absolument dingue. C'est un peu une habitude japonaise, ils aiment bien faire ça. Entre Olivier Tom, Jennifer. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, au début des années 90, le Shonen Jump, c'est toujours une institution, mais c'était quelque chose de colossal. C'était plus de 6 millions d'exemplaires imprimés toutes les semaines. Donc ça avait un poids colossal. Donc c'est là-dedans qu'est arrivé Slam Dunk. Premier, en effet, manga de sport. Au début, il se cherche un peu. Est-ce qu'on fait du sport? Est-ce qu'on fait... Moi, ce qu'on m'a dit, après, je ne l'ai pas demandé à Inoue Sensei, mais ce qu'on m'a dit, c'est que c'est plutôt... Lui avait toujours son idée de vouloir faire un manga de sport, mais les codes du Shonen Jump, c'était non, pas de sport. Donc en fait, c'est pour ça, quand tu découvres Slam Dunk, au début, au moins, vous verrez là, dans la Deluxe, tout le premier tome, c'est ça. On parle assez peu de basket, en fait. On parle surtout de bad boys, entre guillemets. On a quand même cette magnifique scène entre Haruko et Sakuragi qui lui dit « Mais tu sais faire un dunk? Un tank ?» Ah non, un dunk. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, dans tout un premier temps... ça peut être un Furio. Il y a quand même, en effet, baston, il y a un côté Furio et compagnie sous cadre basket. Et en fait, la légende veut que c'est Inoue
qui a introduit sa passion pour le basket. Qui a fait sa petite affaire de son côté et qui petit à petit, lui, il avait son plan. Et petit à petit, en fait, il est parti dans ce qu'est Slam Dunk. Takei Inoue, qui est un immense fan de basket. Ça se ressent. Ça se ressent vraiment parce que c'est des vraies pauses de basket, c'est vraiment étudié. Dans le manga, c'était déjà magnifique. Alors, on voit l'évolution en plus du style parce que certains m'ont dit oui, au début, c'est quand même un peu, c'est un peu plus daté, effectivement, mais le style progresse très très vite. Et puis, alors, à la fin, c'est colossal. Chaque page est regardée. Pour ceux qui ne connaissent pas, en effet, il faut vraiment. Faut nous croire sur parole là-dessus. En effet, Slam Dunk ne fait que monter en puissance au fil des tomes. Et on voit le génie du maître naître, quoi. Enfin, c'est du premier tome au dernier tome, on passe d'un mec qui est hyper fort, c'est quand même très très bien au début, à un mec qui est absolument génial à la fin. Et on voit l'évolution de tome à tome, on voit dans la narration, dans les pose, dans la manière d'apporter l'histoire, de faire monter les personnages, aussi la richesse derrière chaque personnage, même les personnages secondaires. C'est ça qui est génial parce que tu vois, moi, je suis pas un immense. J'aime le sport de manière générale. Mais le basket, pas plus que ça. Moi, je m'y suis mis. C'est de Slam Dunk. J'y jouais un peu, mais Slam Dunk. Moi, je me suis vu vraiment poil hérissé à la fin de matchs dans Slam Dunk. Et c'est quand même incroyable. C'est là, en effet. C'est pas du bluff. Inoue, en effet, est un immense fan de basket, et notamment de NBA. Et en fait, il réussit à retranscrire ça dans les matchs. On en a pas mal parlé avec des gens, justement, fans de basket, connaisseurs et tout ça, qui disaient qu'ils trouvaient ça très réaliste, justement. Donc, il réussit à faire des matchs très réalistes, avec une tension incroyable, alors que tu parles quand même de matchs interlycées, dans l'absolu, c'est pas non plus c'est pas des grands terrains, matchs. Ils sont pas aussi grands que dans Olivier Tom, donc ça va déjà. Les terrains ne sont pas aussi grands que dans Olivier Tom. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est là où tu vois toute la magie et la force. T'entends les gens crier, t'entends les chaussures criter, t'entends. Ce qui est génial, c'est qu'il a réussi à rendre ça aussi captivant, comme tu disais, les poils qui se lèvent et tout, que un manga façon Captain Tsubasa qui est beaucoup plus fantaisiste parce que voilà. Du coup, en amenant ce réalisme, et puis on retrouve vraiment. Alors à l'époque, effectivement, il y avait. Moi, j'ai plus aussi connu avec la Dream Team aux Jeux Olympiques de Barcelone. C'était un peu la même période parce que c'est 92. Et du coup, tu vois Michael Jordan dans certaines attitudes, etc. Et donc, c'était juste extraordinaire de retrouver ça. Il y a un découpage qui est extraordinaire. On le voit encore plus dans le film parce qu'il met en mouvement le manga, mais je pense que le film ne m'aurait pas autant plu s'il n'était pas autant calqué sur le manga. Et donc, du coup... C'est vrai que Sakuragi, qui est clairement en lévitation pour les dunkers et tout ça, c'est Jordan. Ça, c'est une influence immédiate et évidente. C'est ça. Et alors, le seul truc, c'est effectivement, au début, on n'est pas forcément dans ce monde très réaliste. En fait, le premier contact que moi j'ai eu avec Slam Dunk, c'est le deuxième film de Slam Dunk. Et à ce moment-là, Sakuragi avait encore sa formidable technique de défense, la Fun Attack. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, tu te dis, c'est un manga réaliste. Et c'est extraordinaire parce que en fait, le début est vraiment très drôle et ça compense un petit peu peut-être le manque d'action, etc. La fin reste drôle parce que quand on voit le match final... pas dire ça en fait, non, sinon je vais spoiler. Quand on voit certains matchs, il y a toujours cette tension, c'est extrêmement réaliste, mais par contre, Sakuragi reste Sakuragi quoi, jusqu'au bout, il sera toujours en train de comploter contre Rukawa. C'est ça, et ce qui est très drôle. À parler de gorille mais même quand il joue les premiers matchs contre Sendo, où il est là, il prie pour que les autres de son équipe ratent les... Mais ça, c'est l'un des points, je trouve aussi fondamental, c'est que d'un côté, toutes les valeurs du shonen, très très fortes et compagnie, parce qu'en effet, tu parles de Rukawa, tu retrouves tout le panel classique du héros, du rival, des concurrents toujours plus forts et tout ça. Mais en plus, et ça aussi c'est incroyable de la part d'Inoue, c'est que c'est extrêmement drôle. Tu te marres, moi je me suis marré devant Slam Dunk, mais parce qu'en effet, Sakuragi, il est hors pair, quoi. C'est quelque chose de génialissime. Et ça, c'est vraiment ce formidable équilibre entre le manga de sport shonen bien comme il faut, très très bien dessiné, vraiment parfaitement bien drivé, et à côté le côté humour en effet qui est
C'est marrant, c'est marrant, ça fait vachement commenter là dans le chat. Et les mecs, vous y allez bien là. Je vois qu'il y a des fans de Slam Dunk. Voilà. Et il y a un monsieur qui parle de Vagabond là, qui l'a fait. Vagabond, mais Vagabond, c'est l'aboutissement de Inoue. C'est-à-dire que vraiment dans Slam Dunk, vous le voyez passer d'avant à maintenant, quoi. Et vous l'accompagnez, et il y a tout un tas de codes. Dans Vagabond, on est dans l'œuvre d'Inoue, on est dans quelque chose qui est un peu plus fermé, quoi. Vous êtes chez lui. Alors que dans Slam Dunk, vous êtes dans Shonen Jump. Vous avez des codes que vous reconnaissez effectivement, et puis vous le voyez entrer dans son monde, quoi. Et c'est ça qui rend l'œuvre géniale. Et ça marche pour tous les âges, hein, parce que moi j'ai emmené mon fils 16 ans déjà à l'époque, cet été voir le film. Il est ressorti de là, on joue au basket tous les jours, il est parti, quoi. Et du coup on a regardé tout le coffret DVD Kana de la série, et effectivement bon, alors c'est pas du tout la même chose entre le film mais il adore à la fois l'action et l'humour qu'il y a dedans. Ouais, c'est l'équilibre entre les deux, et campé par ce qui est génial d'avoir commencé par le côté Furio, c'est que ça a permis de dresser des personnalités extrêmement fortes. Le 5 majeur de Shouhoku, l'équipe qui s'aime pas, les héros, en fait, les mecs, ils ne veulent pas jouer ensemble, ils ne peuvent pas se blairer. Et en fait, ils vont, pareil, le code du shonen, voilà, petit à petit, en fait, ils vont comprendre qu'en fait, parce qu'ils ont avant tout soif de la victoire, ils veulent et compagnie, mais à titre individuel, ils veulent gagner. Mais ils vont comprendre qu'en fait, c'est en jouant collectif qu'ils vont pouvoir battre plus fort qu'eux et compagnie. Enfin, tu vois, quand ils pensent, tu as tous les codes, encore une fois, qui fonctionnent, et qui derrière, comme tu dis, c'est pour tous les âges. Moi, mon gamin, il a 10 ans, il a lu Slam Dunk et il adore. Et je pense que, et là, je relis Slam Dunk, je l'ai relu un peu pour cette émission et préparer cette émission, et je suis reparti dedans en direct. Incroyable. C'est absolument dingue sur tous les aspects. Slam Dunk, ça, vous l'aurez bien compris. En 99, du coup, en France, avec l'édition standard, c'est là du coup, que la plupart des gens en France ont découvert Slam Dunk. Comme tu disais, c'était peut-être un succès d'estime à l'époque, plus qu'un succès de vente purement. Ouais, on peut donner des chiffres. Hein, sur la première édition, on a vendu 700 000 exemplaires entre 99 et combien de tomes déjà, la première? C'est une bonne question. Je l'ai plus 31, 32, je crois. Les amis dans le chat, il y a combien de tomes? Désolé, j'ai pas toutes mes notes avec moi. Tiens, Xenoblade, t'as encore les vieux tomes, il y en a combien? C'est 24 exactement, et c'était 20 la Star Edition. Et après, on en a vendu 300 000 exemplaires. 31 tomes, merci. Et on a vendu 300 000 exemplaires de plus de la Star Edition. Donc c'est pareil, c'est vraiment là où on voit que c'est une série qui traverse les âges, en fait, puisqu'encore une fois, 99 jusqu'à 25 ans, 2024, c'est vraiment une série qui a continué, en fait, génération de lecteurs de manga après génération. Voilà, et c'est ce qui caractérise les grandes séries manga, parce qu'on en a beaucoup, des séries chez nous et chez les petits concurrents, qui ont très bien marché dans leur temps, mais par contre qui ne passent pas les âges, en fait. Slam Dunk, en fait. Et là, si c'est pas indiscret, l'objectif de l'édition de luxe, c'est de toucher un nouveau public, toucher les anciens qui ont envie d'aller. Voilà, je pense qu'autour de la table, là, vous êtes à peu près les gens exactement qu'on veut toucher. En fait, c'est une édition de luxe, donc comme son nom l'indique, elle est quand même elle n'est pas donnée. On est quand même sur un prix de vente assez conséquent, donc tout le monde ne peut pas se permettre de l'acheter. Par contre, c'est vraiment une édition qui est de luxe. C'est une édition qui a été énormément demandée. Pendant un bon moment, on ne voulait pas y aller parce qu'on trouvait que c'était pas, en tout cas selon nous, on n'était pas encore prêts, notamment sur la partie imprimeur et compagnie, parce qu'il faut savoir que nos amis japonais sont surtout IT Planning, je pense. Ouais, alors voilà, IT Planning, c'est un niveau IT Planning comme Takehiko Inoue Planning, sont très exigeants, et donc les imprimeurs japonais, à bien des égards, sont bien plus performants que nous, les imprimeurs auxquels on peut avoir affaire. Donc pendant un bon moment, on était assez coincés aussi d'un point de vue technique. Et donc voilà, donc là en fait on était bon, le marché du manga aussi a encore explosé comme on le sait, donc là tous les ingrédients étaient prêts, étaient passés au vert pour qu'on le fasse, et donc là la promesse entre guillemets, parce qu'encore une fois c'est une œuvre culte, donc il faut
faut être à cette hauteur-là. On est vraiment sur une édition qui est la plus proche possible de ce qu'ont fait les éditeurs japonais avec leur édition. Pas encore vu, mais du coup, il y a le gaufrage sur la couverture. Ouais, tout à fait. Alors, bon, j'ai été très nul. On a un petit loupé là-dessus. Parce que je n'ai même pas le manga, désolé. Mais en effet, vous verrez, voilà, on est vraiment. Alors, je suis pas un technicien, donc je vais pas partir dans la grande liste de tout ce qui la caractérise. Mais vraiment, on est au plus proche possible de ce qui a été fait au Japon. Et on a vraiment mis tout ce qu'il fallait, je pense. Et en tout cas, nous, on est très, très fiers de cette édition qui, sans souci, dedans, on retrouve toutes les pages couleurs, les pages en bichromie. Ouais, voilà, exactement. Tu as aussi un espèce de calque rouge le calque au début, en face de l'île couleur. On a repris, de toute façon, stricto sensu, les jaquettes japonaises. Enfin, voilà, là, on est vraiment parti sur ce que voulaient, a priori, les fans et ce qu'ils nous demandaient depuis longtemps. C'est clair, c'est une magnifique édition, du coup en 24 tomes. Elle est sortie il y a quelques jours de cela, disponible dans toutes vos librairies. On rappelle le format, c'est du 148 mm x 210, donc de la 5, complètement comme au Japon. Design jacket, une illustration originale par volume, visible pleinement sur toutes les jaquettes, donc c'est genre un gros personnage, en gros plan sur chaque volume. Pas de résumé, pas de mots de l'auteur. Et du coup, on a du papier Conda mat 130 grammes. Ah oui, c'est technique, là. C'est ça. On donne tous les détails pour les apparts. Et je te remercie, en effet. Les gardes sont présentes. Pages papier et calque présentent également. Les pages couleurs sont toutes présentes. Ça aussi, je pense que ça ravira les fans. Et pas de découpage spécifique. Voilà. On reste vraiment sur l'édition japonaise telle qu'elle est. Prix du volume, 13,95 €. Donc voilà, vous savez un petit peu tout ce qu'il faut. C'est pas cher. Bah, tant mieux, c'est pas moi qui dis. Voilà, je pense que le rapport qualité-prix, il y est sans aucun souci. Et après, parce que c'est comme ça, je devance ta question justement par rapport à la Star Edition, l'objectif c'est de garder les deux éditions. Parce que comme on l'a dit, moi, mon fils de 10 ans, Slam Dunk, il a envie de lire, il n'a pas encore la maturité pour apprécier entre guillemets une édition bien bouclée, bien finie et tout ça. Donc vu que la série le mérite, touche ces deux publics-là, notre objectif c'est d'avoir deux éditions, comme on a aussi avec Naruto, Naruto classique et Naruto Okage. Bah, c'est exactement la même chose là sur Slam Dunk. On aura la Star Edition qui est une édition double. Qui fait le job entre guillemets à 9,95 € si je me souviens bien, donc sur un prix de vente vraiment bien plus bas pour toucher les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'eux, et de l'autre côté encore une fois pour les vrais fans de la première heure qui ont envie d'avoir l'édition vraiment de luxe dans la bibliothèque qui ne bouge pas, et il y a cette édition de luxe. Alors il y a des gens au bureau qui ne connaissaient pas et je leur ai dit de garder leurs sous pour la Deluxe. Donc, on fera quand même des nouveaux lecteurs avec la Deluxe. Nous on l'assume. Oui, ça j'en doute pas. Mais c'est vrai que nous on assume très bien justement d'avoir deux éditions qui, donc en effet, on ne demande pas aux gens d'acheter les deux de toute façon, mais après ils font leur choix et la série est suffisamment puissante de toute façon pour pouvoir supporter deux éditions. Ce qui me manquait juste dans la Star Edition, c'est les illustrations de couverture, mais elles sont dans le bouquin, le hardbook. Oui, tout à fait. Exactement. Mais là, on boucle la boucle, c'est au bout après 25 ans et tout ça. Donc j'espère vraiment, sincèrement, j'espère que les gens seront contents, parce qu'on sait que c'est un truc qui... c'est ce qu'on dit, c'est pas n'importe quelle série, et donc il faut avoir une édition, en effet, qui répond à la hauteur du manga. À la hauteur du manga. De toute façon, c'est encore une année Slam Dunk, comme tu disais. Là, on a la Deluxe, on aura le Blu-ray en mars, c'est ça ? Ouais, il me semble. Et puis, il y a le hardbook qui sort, du coup, aussi en mars. Il y a les hardbooks, en l'occurrence. Les hardbooks. Ouais, tout à fait. Les hardbooks, d'ailleurs, si je fais un peu la liaison, c'est pas mal. C'est mieux. Donc, on en a deux, en effet. Donc, on a celui, en fait, qui est décliné du film. On a eu pas mal de soucis. Bon, voilà, vous connaissez, je vais pas aller dans les coulisses du monde du manga, vous les connaissez, mais on a un peu galéré avec nos ayants droit, en l'occurrence. Donc, on doit pouvoir le sortir enfin pour le 15 mars. Et également, donc, on avait sorti il y a 3 ans maintenant le Slam Dunk illustration, en fait, le 2. Voilà. Et alors, celui-là, on nous a posé la question, on ne peut pas le réimprimer parce qu'en fait, c'est une co-impression et une co-édition avec un partenaire japonais. Et en fait, c'est lui qui a la main là-dessus et malheureusement, lui n'a pas besoin de réimprimer. Donc, on est coincé entre guillemets, on peut rien faire de nous-mêmes. Et par contre là, donc il y a un autre Slam Dunk illustration qui va sortir, qui s'appelle Takehiko Inoue illustration
1 pour le coup, et donc qui va arriver également le 15 mars. Voilà, vous l'avez à l'écran, merci. J'adore la couve, elle est incroyable, Sakuragi là-dessus. Et donc on va sortir les deux en même temps le 15 mars, qui, si je dis pas de bêtises, est aussi l'office du tome 2 de la Slam Dunk Deluxe. Donc ça va vous faire un gros package de Slam Dunk à ce moment-là. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'il a essayé plein de styles différents. On voit là, sur cette couve-là, c'est encore autre chose que sur la Star Edition ou sur la Deluxe. Et du coup, je conseille vivement. Alors, si vous avez le 2, gardez-le a priori, parce que c'est devenu une rareté. Ouais. Alors, on va pas... Et si vous n'aviez pas le 1, il faut absolument le prendre en même temps que le Deluxe tome 2. Voilà. Tout à fait. Exactement. Et dans le cadre du 1, il n'y a pas de problème de réimpression derrière pour l'artbook? Non, parce que là, pour le coup, c'est nous qui avons la main. On apprend aussi, évidemment, de nos expériences. Okay. Voilà. Pareil, ça fait partie, encore une fois, des coulisses du monde du manga. Mais oui, il y a des fois, on ne peut pas faire ce qu'on veut, loin s'en faut. On est des licenciés, et qui dit licencié dit forcément avoir des rapports sur lesquels on n'a pas toujours toute la main. En tout cas, une belle année Slam Dunk, encore une fois, j'ai envie de dire. C'est pas pour nous déplaire. Je pense que là, on aura de quoi faire en ce début d'année avec cette édition de luxe qui cohabitera du coup avec l'édition Star et les 2 artbooks à venir pour le mois de mars, les 2. Hein. Ils arrivent le 15 mars. Les deux. Nous, on les aura chez nous. Ah bah oui. On ira les acheter. Ah oui. Oh bah oui, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Le tome 2, il sort quand déjà pour le 15 mars. Le 15 mars aussi. En fait, voilà, tout va avec. On est à peu près sur une sortie tous les 2 mois. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Le rythme, c'est le rythme qu'on a calé. Donc, dessus. On en a pour 4 ans. Ouais, c'est ça, entre 3 et 4 ans. Ah bah, c'est long et c'est pas long. Hein, ouais, après, c'est toujours pareil. Alors ça, c'est toujours les grandes discussions aussi qu'on a. En effet, oui, on pourrait sortir les 20 d'un coup. Non, sauf que derrière, on a des libraires. Enfin, il y a tout un écosystème. Hein, et tu peux, oui. Alors, déjà, tous les 2 mois, je trouve que c'est rapproché au final. Voilà, et après, même de notre expérience, on voit qu'en fait, si on va trop vite, finalement, on fait plus de mal, entre guillemets, à la série d'un point de vue vente. Et donc, derrière, si on veut bien l'avoir bien visible en librairie et tout ça, faut aussi respecter ce temps-là. La dernière grosse actu autour de Slam Dunk, c'était évidemment le film The First Slam Dunk, qui est sorti l'an passé chez nous, et un petit peu avant encore au Japon. Il a clairement relancé l'intérêt du manga dans le monde entier, hein, même au Japon, où le manga est revenu dans le top vente, meilleure vente de l'année. C'est absolument phénoménal pour un manga qui est sorti il y a quelques... Il y a quand même une stat là qui est marquée, qui moi me sidère. Il y a eu en 2023 plus de Slam Dunk vendus que de Spy Family de My Hero Academia au Japon. Ouais. Mais ça veut juste rien dire. Quoi. C'est là où tu vois, en effet... On vit pas dans la même galaxie à ce niveau-là. Ce qui est Slam Dunk au Japon, ce qu'on a dit, hein, ça a révolutionné l'intérêt pour le basket, et pas que au Japon, dans les pays asiatiques autour. En France, voilà, pour les connaisseurs, c'est une œuvre culte, mais en effet, là, on n'est pas sur le même prisme. C'est clair, au Japon, tout le monde connaît Slam Dunk. Et voilà. Faites du prosélytisme. Allez professer Slam Dunk. C'est ça. Petits et grands. Il faut qu'on challenge les résultats japonais. Et le film a absolument cartonné dans toute l'Asie, dans le monde entier. Un peu moins en France. Ouais. Faut l'avouer aussi, en termes de chiffres, malheureusement, on n'est pas au même... pas sorti au meilleur moment. Il n'est pas donné été. Ouais, c'est dommage parce qu'il est vraiment bien. Et pareil, on ne peut que encourager à voir ce film. Il est topissime. Pareil, donc c'est comme une... C'est pareil, donc Inoue a bossé dessus beaucoup, et voilà, pareil, sans spoiler, en gros il reprend ce qui est le dernier match de l'équipe de Shohoku, l'équipe de Sakuragi, et donc c'est ça le fil rouge en fait, mais ce qui est génial, c'est qu'il le fait sous un autre angle. En fait, on suit pas le héros Sakuragi, on suit donc l'un des autres membres du 5 majeur, le meneur Ryota, et voilà, et c'est, enfin, on en a parlé avant, moi aussi j'ai adoré. C'est génial parce qu'on voit enfin ce match qui est vraiment le summum du manga en animé, et en plus on a le droit de l'inédit parce que toute l'historique de la vie, le parcours de Miyagi, on le survole très vaguement dans le manga. Dans le manga, et là on a tout quoi. Ouais. Et en plus, mais c'est ultra raccord, c'est-à-dire que c'est pas comme s'ils avaient inventé un truc et qui là tu te dis ah bah oui c'est vrai, ça manquait en fait. Et c'est génial parce que ça donne une dimension complètement nouvelle à un personnage que j'aimais déjà beaucoup, Miyagi, et en plus du coup
tu as du nouveau. Il ferait du neuf avec du vieux. C'est bien, c'est qu'en plus, tu connais la fin, de fait. Oui, ça, tu connais la fin contre... du match. Et pour autant, moi, je l'ai vu. Alors, je l'ai vu dans des super conditions. C'était une avant-première au Grand Rex. Donc, la foule, tout le public était acquis absolu, évidemment. Mais voilà, à la fin, en effet, quand il y a... attention, spoil, mais quand il y a le dernier retournement de situation qui donne ce qu'on sait à la fin, tu y es, quoi, en fait. C'est comme si vachement bien contourner le spoil. Oui, t'as vu, j'essaye. Même la fin est différente de la fin du manga. Parce que du coup, comme elle est sur Miyagi, tu te retrouves avec une fin qui n'est pas la fin du manga. Ouais, tout à fait. Alors, la fin du match, si, mais la fin de... Ouais, voilà, mais t'arrives en effet à avoir une... Enfin voilà, tu sais la même histoire, mais les deux points de vue différents suffisent à te redonner largement l'envie en fait de voir et de relire en fait derrière aussi. Vous m'avez compris. Du coup, beaucoup de slam dunk, mais vous faites que ça? C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que slam dunk évidemment. Non, il n'y a pas que slam dunk. Non, il n'y a pas que slam dunk. Alors il y a un certain Naruto aussi qui est terminé depuis 2016, comme vous le savez. Alors Boruto a pris la suite et plutôt de manière très très chouette. Il se passe des belles choses sur Boruto en ce moment, donc on est super content et ce sera une belle année 2024. Vous aurez l'occasion de revoir ça plus sur le second semestre. Mais en attendant, sur Naruto, en fait, ils ont décliné l'un des romans de Naruto qui s'appelle Sasuke Retsuden en 2 mangas, donc histoire complète en 2 tomes. Et donc, on va sortir le premier en avril, le deuxième en août. Et voilà, et donc plutôt très sympa. En l'occurrence, c'est centré sur Sasuke et Sakura. Donc, c'est en mode Naruto adulte. Donc, on est vraiment plus sur l'époque de Boruto. Et donc, c'est marrant de voir ce couple, entre guillemets, travailler, entre guillemets, ensemble. Voilà. Donc, ça, plutôt sympa. Donc, rendez-vous au mois d'avril. On a un autre gros lancement du Weekly Shonen Jump aussi, c'est Ishinose Family, qui va arriver au mois de mai. Donc, c'est l'auteur de Takopi qui revient. Et donc, on va suivre. Alors, ça, je peux pas trop... pitcher parce que c'est vraiment si vous avez lu Takopi, on est vraiment dans cette idée de manga là avec des cliffhangers et des retournements de situation assez incroyables. On va suivre une famille, le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la sœur, et en fait ils ont eu un accident de voiture et derrière cet accident de voiture il se passe beaucoup de choses. Voilà. Je peux pas aller plus loin, mais c'est vraiment excellent. Enfin, nous, on est vraiment, vraiment ravis de l'avoir. C'est au mois de mai, sorti au mois de mai également. Et enfin, je parlais de classiques tout à l'heure pour ma petite histoire avec Saint Seiya. Donc c'est vraiment, voilà, ça c'est aussi l'un des objectifs qu'on a chez Kana, c'est de réussir petit à petit à faire des ponts entre BD franco-belge et manga. On est quand même l'un des pays de la BD franco-belge, et donc on a lancé une collection qui s'appelle Classics avec des auteurs francophones pour le coup, fans de ces séries, qui ont à peu près, qui sont de la même génération que nous. Oui, on a beaucoup fréquenté Jérôme dans les conventions au début et même encore aujourd'hui. Donc Jérôme Alki en effet a signé Albator en premier. Puis on a eu un quatuor qui nous a signé Goldorak, et Jérôme Aki est revenu, comme je disais tout à l'heure, avec Arnaud Dolène pour Saint Seiya, et là en septembre on sort la 4e licence qui sera Capitaine Flamme. Voilà, donc avec Alexis Talon au dessin et Sylvain Rimberg au scénario. Voilà, donc pareil, on est très content. Enfin pareil, c'est chouette de pouvoir être sur les mangas vraiment from Japan. Sur la créa également, qu'on développe toujours plus. On a lancé Silence là, en octobre dernier, qui a, alors, par rapport évidemment aux auteurs de succès de manga français, mais marche plutôt très très bien. Donc on est vraiment content. Et Classics de l'autre côté. Enfin, ça fait l'ensemble du prisme, quoi. On pourrait faire un jour une émission sur justement cette adaptation des licences en BD. Carrément. Ça pourrait être sympa. Ça. Ah ouais, si Jérôme est sur Paris à un moment donné, il y a en effet, avec grand plaisir. Ouais. Et puis Jérôme, il est intarissable. C'est un vrai fan. C'est un vrai fan, ça, il n'y a pas de doute. Ce sera avec plaisir qu'on le recevra s'il le souhaite. En tout cas, voilà, chez Kana, il y a de très belles choses qui arrivent pour cette année. Carrément. On a hâte de pouvoir mettre la main sur tout ça. Et puis voilà, ça va être une très très belle année 2024. Je n'en doute pas. On va vous faire gagner évidemment de beaux cadeaux. Ce sera après les questions-réponses, mais vous l'aurez deviné, on va vous faire gagner les tomes. On aime bien Naruto aussi. On aime bien Naruto. Mais on a parlé de Slam Dunk aujourd'hui, donc on va vous faire gagner 3 fois le tome 1
de l'édition Deluxe. Donc, encore une fois, merci Kana. On me dit une fois le Thomas, parce qu'il y a Thomas Sirdek, on a gagné. On avait dit qu'on n'en parlait pas, c'est pas gentil de me jeter comme ça sous le train. Non, ce sera 3 tomes pour la communauté. Voilà. Et pas pour monsieur Thomas Sirdek qui ira acheter son. On ira à la FNAC. Ça va. Mais voilà, en tout cas, on va vous faire gagner tout ça. Restez bien jusqu'à la fin. Avant ça, c'est évidemment les questions-réponses. C'est parti, jingle. Allez, on a quelques minutes. Les amis, vous connaissez déjà la chanson. Vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit pour Nicolas et donc pour les éditions Kana, ou que ce soit à Thomas et Jean-François pour Japan Expo. Vous avez quelques minutes parce qu'on est un petit peu en retard, je vous avoue, sur le planning. C'est moi qui étais. C'était super intéressant. Quand vous voulez travailler dans les maisons d'édition, souvent le mieux c'est d'aller sur leur site. Il y a toujours des sections où on peut faire des candidatures spontanées ou alors aller sur LinkedIn et vous proposer. Ils ont toujours des besoins. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Carrément. Est-ce que vous pensez que ce serait possible d'inviter le mangaka et la dessinatrice du manga Angels of Death? Alors ça, c'est une question pour toi ou c'est une question pour nous? C'est pas chez Kana. Je pense que c'est pour vous. Ah bon? Bah, c'est pas prévu. Va-t-il y avoir une pour expo Japan Expo Paris 2025, il est encore temps, on va se renseigner. J'avoue que je ne connais pas ce titre. Tu connais Angel of Death? Là tout de suite ça me dit rien du tout. Non, voilà. Va-t-il y avoir une expo, un événement pour les 30 ans de Détective Conan, effectivement, qui fête son 30e anniversaire cette année, qui est une licence aussi iconique de chez Kana. Chez Kana. Chez Kana. Il y a beaucoup d'iconiques en fait. On est l'un des plus vieux, donc forcément on a cette chance-là. Sur 30, on en parle avec Shogokan, mais pour l'instant il n'y a pas de, j'ai rien à dire. Ils sont partis pour faire une expo Conan la Ikebukuro. Il y a peut-être quelque chose. Elle a déjà commencé. Après les expos c'est toujours c'est compliqué. Quelque chose, c'est du boulot. C'est du boulot. C'est quelque chose. Ils n'ont pas forcément la même approche que nous de la logique de scénographie et compagnie. Voilà. Donc, et en effet, originaux, pas originaux. Enfin voilà. Le Japon est loin pour les expos. C'est ça. C'est vrai. Une Deluxe de prévu pour Inuyasha. Pas pour l'instant. Allez, au passage, je vois Yu-Gi-Oh également. Yu-Gi-Oh. Pas sur des Deluxe, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Mais on discute en effet, pareil, comme on disait, on a la chance d'avoir un très très beau fond chez Kana. Donc on réfléchit en effet à comment faire pour les faire revivre. Voilà, c'est plus les Star Edition, encore une fois, sur ce genre de public en tout cas qu'on vise. Après, comme on a dit sur Slam Dunk, on veut bien une petite Deluxe aussi, je t'avoue. On ne serait pas contre. J'étais plus sur Yu Yu Hakusho, personnellement. Yu Yu Hakusho aussi. En plus, elle existe au Japon. Et elle existe au Japon. Yu Yu Hakusho. Si on fait les courses, il y a mes deux on dirait bien que 75% de la population souhaite de l'échantillon. Représentatif. Exactement. Une date pour le lancement de la billetterie Zen, messieurs. La billetterie Zen. C'est toute ma vie en ce moment, ça. J'ai encore passé mon week-end à tester la billetterie. On touche au but, là. C'est pas mal. Donc, je ne veux pas donner de faux espoirs, mais nous, on fait tout pour essayer de lancer ça. Pas cette semaine, mais dans les 15 jours qui suivent. Voilà. Okay. Parce que là, on est vraiment sur la fin du truc. On vient de valider là, tous les gabarits pour les PDF, donc les contre-marques que vous allez recevoir, les badges et tout ça. Donc, on est vraiment là sur la fin et on a envie de voir le truc en ligne. Après, on sait très bien que quand vous allez tous venir... très nombreux, vous allez certainement trouver des choses qu'on n'aura pas vues, même si on vient d'y passer quasiment 6 mois. Donc, on espère que vous serez indulgents et que vous nous remonterez les infos pour qu'on corrige tout ça. Surtout, remontez-nous, soyez indulgents, ça c'est sûr. C'est toujours plus sympa quand on se donne comme ça, mais surtout, remontez-nous les infos pour qu'on corrige vite. Et donc, vous serez prévenus par mail pour l'ouverture de la billetterie Zen. Comme on l'avait dit, les gens qui ont pris un billet Zen plus confort l'année dernière seront même prévenus en avance pour avoir une ouverture anticipée. Voilà, tout ça, c'est quand même du boulot, mais on en voit le bout. On en voit le bout, c'est bien et ça va nous changer la vie parce que là, on est vraiment... en train de faire... faut voir qu'on est en train de faire une refonte d'un site qui avait été fait en 2012. Donc, les technologies ont beaucoup évolué depuis le temps. Ça devenait compliqué à maintenir.
Donc voilà, mais ça reste très sensible. On n'a pas envie qu'il y ait des soucis, que vous vous retrouviez à payer des billets que vous n'auriez pas, ou le contraire. Donc forcément, on fait très attention à ça. Ça prend du temps. Et puis c'est très sollicité, donc il faut un truc assez costaud. Ça vous donne le temps d'économiser pour pouvoir... Et puis aller acheter Slam Dunk. Voilà. Lisez Slam Dunk en attendant. Moi, ça vous fera parfaitement surprise. Dans le chat, je vois que vous êtes nombreux également à demander du Galaxy Express 999 de Eiji Matsumoto en deluxe. Je suis sûr que ce sera un plaisir pour toi personnellement de le sortir. Voilà, mais c'est pas toi qui décide. L'anneau des Nibelungen. Alors ça, c'est un titre que j'ai bien aimé, mais c'est compliqué à lire et compliqué à trouver. Il y a des puristes quand même sur le chat là, parce qu'en effet, on parle de titres que les plus jeunes ne connaissent pas trop pour le coup. Est-ce qu'on sera prévenu par mail pour le début de la billetterie? Je viens de le dire, oui. Ouais. Ok. Les tarifs, on les a pour Paris, pour la billetterie Zen? On en a dans le chat. Oui. Je les ai pas en tête. Non, dans 2 semaines, on donnera les détails. On rattrape le coup dans 2 semaines. On vous les donnera la prochaine. Et la quantité de billets? Dans 2 semaines, du coup. Alors, ça dépend desquels, parce que les billets Zen Plus Confort sont en quantité limitée, parce qu'il y en a une centaine. Et les billets Zen, il y en a plus, puisqu'ils sont quasiment 2000. Donc voilà. Mais ça reste pas beaucoup dans la masse. Généralement, c'est épuisé. Alors, les Zen Plus Confort sous 2 semaines, et les Zen tout court, au courant du mois de mai, c'est fini, il n'y en a plus. Donc, il ne faut pas trop traîner. Voilà. Est-ce que sauf si ça continue, enfin si ça se passe comme ça se passe actuellement, ça risque d'aller plus vite. Si vous oui, voulez votre billet Zen, allez vite sur le. Actuellement, tous les tarifs réduits qu'on a mis en place sont épuisés quasiment 3 mois avant la date de l'année dernière, alors qu'on en a mis plus que l'année dernière. Donc on est très content, merci. Oui, merci beaucoup à tous ceux qui ont acheté. Mais voilà, ça, finalement, effectivement, ça peut aller vite. Voilà. Très bien. Calvin the Hawk qui demande: est-ce que Buzzer Beater pourrait être édité? C'est un des premiers mangas de Takehiko Inoue. Non, je corrige. Le premier manga, c'est Camelon. C'est l'un des premiers. Oui, mais c'est après Slam Dunk. Alors, si tu dis que Buzzer Beater, c'est l'un des premiers. Buzzer Beater, il le fait parce qu'il s'est fâché avec Shueisha. Oui, ça fait partie des. Voilà, ça fait quand même partie de l'histoire de Inoue, parce qu'il a révolutionné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et Buzzer Beater, c'est après Slam Dunk. Moi, je le suivais, il le publiait sur son site internet. T'avais des petits gifs comme ça pour lire le truc. Et c'est juste magnifique. C'est pas au programme pour l'instant. Et honnêtement, j'ai pas plus d'infos. On peut imaginer que ça arrivera peut-être un jour. Et peut-être que c'est bloqué. Enfin, après, il peut y avoir plein de raisons. Il n'y a pas que l'éditeur, encore une fois, qui. Ça a été édité au Japon après coup par Shueisha. Voilà, mais c'est vrai que c'est une série qui est un peu particulière. Il n'y a pas une sortie genre au format italien et tout ça? Bah, c'est au format italien. C'était un truc qui était publié effectivement sur Internet. C'est une espèce de Slam Dunk mélangé avec Space Jam, parce que c'était le truc d'époque. Donc c'est particulier. C'est très beau parce que c'est tout en couleur. C'est pas non plus extrêmement passionnant. Vaut mieux lire Reel ou Slam Dunk. Voilà, j'allais dire, on n'a pas du tout parlé de Reel. J'ai l'abordé jusqu'à présent. On a fait... Vas-y, pardon. Mais non, mais tu peux y aller. Reel, clairement, c'est aussi un des chefs-d'œuvre de Takehiko Inoue. Suite. Bah, c'est toujours la discussion. On parlait de. Je vais te donner son 06. Vas-y, on l'appelle. Allez. Vous le connaissez pas, vous? On a surtout croisé sa femme qui dit. Voilà. IT Platine, tout à fait. Reel, ouais, vraiment, voilà, pareil. Enfin, c'est pareil, top. Inoue, toujours fan du basket et compagnie. Je me rappelle plus de l'anecdote, mais d'une manière ou d'une autre, il tombe sur du handi basket, et en fait, à la Inoue, en fait, il va s'emparer du sujet parce qu'il va trouver ça incroyable de technique. Il va même faire des matchs de handi basket pour essayer de voir et compagnie comment ça marche, et à partir de là, il développe en effet tout un manga qui est aussi top, hein, franchement. Ceux qui connaissent Slam Dunk, il faut lire Reel également. Toujours en cours, il y a 13 ou 14 tomes actuellement. Après, en effet, un rythme de parution. Mais ça, il a repris le seul. Après, il a arrêté, mais il a repris. Voilà. C'est le seul défaut de Reel, c'est son rythme de parution. Exactement. Ouais. C'est ça. Mais voilà, évidemment. Comme Vagabond, on a parlé vite fait, Thomas, pareil. Mais c'est pas Chicana. Non, c'est pas, mais c'est grave. Et on n'est pas. Non, Vagabond. Et si on va au bout, moi je parlais de J'ai lu tout à l'heure. Chez J'ai lu, encore, j'imagine toujours, vous avez quand même ce qui est le roman à l'origine d'Eiji Yoshikawa qui a fait Vagabond, qui s'appelle La pierre et le sabre et la parfaite lumière. Et ça, pareil, si vous êtes un peu branché. Et Japon. Si vous voulez vraiment comprendre l'esprit du samouraï, vous lisez ça. La vie de Miyamoto Musashi, c'est une œuvre exceptionnelle. Et ça se lit super facilement.
Ouais, je trouve ça costaud quand même. Ouais. Ah bon? Ah ouais, non, tu vas dedans. Mais lui, c'est un gros lecteur de fantasy, de SF, de tout ça. Donc, Et ça, donc voilà. Et en effet, Inoue découvre ce roman et décline, et donc crée Vagabond, qui est vraiment une déclinaison de manga de ce roman. Qui s'éloigne, quoi. Des moments, il prend des chemins de travers. Voilà, c'est libre. Mais c'est génial pour comprendre l'esprit japonais. Exactement. Effectivement. Allez, on prend encore une ou deux questions. Je vois une question sur Saint Seiya, toi qui es grand fan. Ouais, une chance de voir l'édition complète de Saint Seiya un jour avec le chapitre sur Saga et ou des artbooks ou guidebook. Dans une chance, ouais. dans une partie de la question, il y a une chance. Non, après, si je me permets ce trait d'humour, c'est que oui, ça bosse dessus chez Kana. Ah, ça c'est un beau teasing que tu nous fais là pour les fans de Saint Seiya, j'en suis sûr. Donc voilà, vous avez au moins eu un truc ce soir un petit peu en exclu. Je sais pas si ça avait déjà été annoncé, ce genre de choses, mais non, c'est pas annoncé. Voilà, en tout cas, voilà, vous avez petit exclu. Japan Expo Orléans 2024. Point d'interrogation. On y travaille. C'est en cours. On y travaille au bureau. Enfin, c'est pas chez Kana, mais au bureau de CFA, on y travaille. En tout cas, c'est une volonté de votre part de continuer. L'édition 2023, ça s'est bien passé. Donc, en 2024, il faut qu'on trouve des dates qui marchent, parce que c'est toujours le problème avec les parcs. On a beau être là depuis un certain nombre de temps, on a toujours l'impression qu'ils découvrent qu'on existe. Donc là, on a été amené à décaler d'une semaine, puisqu'on était dernier week-end des vacances de la Toussaint. On est venu au week-end du milieu. En termes de fréquentation, c'était du coup pas aussi bien, puisqu'on a fait un petit peu moins. Beaucoup plus que ce qu'on espérait, mais on a fait un petit peu moins qu'en 2022. Donc en 2024, on aimerait bien retrouver des dates qui nous correspondent plus. Parce que là, ça tombait vraiment au milieu des vacances. Et comme on est dans une zone où les gens ont un peu de moyens, ils partent vraiment en vacances. Voilà, dernière question. Oui. Dernière question, je pense que tout le monde se pose, et c'est un petit peu l'endroit où on peut la poser, c'est est-ce qu'un jour, nous pourrions voir Monsieur Takehiko Inoue à Japan Expo? Donc là, j'ai tout le monde, ça tombe bien, j'ai tout le monde. Ça pose un gros problème. Je pense que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. On adorerait, en tout cas. Il manquera des staffs pour s'occuper du festival, parce qu'on sera... je serai chauffeur. Moi, je staff, je fais la queue. Moi, je fais garde du corps, on s'en fout. C'est pareil, c'est évidemment pas faute d'essayer, de demander, mais jusqu'à présent, malheureusement... c'est quelqu'un qui a un peu tout ce qu'il veut, donc c'est vrai qu'il faut qu'on trouve un cadre spécifique qui lui donnerait envie de venir, parce que juste venir en France pour rencontrer son public, il est capable de le faire sans personne. Il était venu, pas dans notre cadre à nous, mais il était venu il y a quelques années, je pense. Il avait fait un espèce de tour d'Europe. Là. Ouais, mais pas avec nous, donc j'ai pas plus de détails. Avec personne. Non, voilà, mais oui, on adorerait. Mais encore une fois, malheureusement, on fait pas toujours ce qu'on veut. Les invités. Très bien, vous avez de Paris. On a des annonces. On a des annonces. T'inquiète pas. Je sais pas si. Il y a des. Il y aura de la musique, il y aura tout ce qu'il faut. Tu parlais des invités musique, ça? Ouais, mais de Paris, là, ils veulent. De Paris, c'est un peu tôt, effectivement. Voilà. D'accord, ok. Voir Rintaro à la Japan Expo. Alors, non, pas à la Japan Expo, désolé, messieurs, mais il est à Angoulême dans 2 jours, monsieur Rintaro. Mais c'est pour ça qu'ils le veulent à la Japan Expo, parce qu'ils vont pas forcément à Angoulême. Il est à Angoulême, et après, il vient sur Paris et tout ça. Donc, voilà. Très bien. Si vous voulez le rencontrer, il y a moyen tout de suite maintenant. Eh bien, écoutez, mettez ça dans vos agendas. Allez-y, c'est important. On vous l'avait promis, on vous fait gagner du coup le premier volume de Slam Dunk édition de luxe pour 3 personnes dans le chat. Pour participer, c'est simple, il faut taper Dunk, D-U-N-K, Dunk, tout simplement. Pour participer, il y aura 3 gagnants qui seront tirés au sort après les annonces. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Je pense que c'est une très belle... Non, Dunk. On a Sunk. Ça marche pas non plus. On a bonne chance à tous. Ed, t'as pas compris. Hein. Même s'il a dit qu'il l'avait acheté vendredi. Donc, il est gentil, il ne participe pas alors qu'il a déjà le bouquin. Pour les autres, voilà, participez à fond. Vous tapez Dunk dans le chat et on y va. Alors. On y va.
Non, pas toi, t'es pas toi non plus. Bah moi j'ai pas eu le droit, t'as pas le droit. Mais non, mais si vous le mettez en japonais, c'est très chic, mais ça marche plus. C'est ça. Bon, pendant ce temps, messieurs, je vous propose qu'on fasse les annonces de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour les annonces de la semaine. On a une belle plotée d'annonces comme d'habitude. Je vous laisse commencer, messieurs. Qui veut commencer en premier ? On a déjà commencé parce que l'update sur la billetterie... l'update sur la billetterie, on devait en parler là, mais je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. On peut parler du fait que le plan 3D de Japan Expo Marseille 2024 est désormais disponible. Voilà, et il apparaîtra tout de suite à l'écran. Ouais. Et donc on voit effectivement sur ce joli plan qu'on a rajouté. Là, on voit en bas à gauche Ichigo, puisque du coup, on n'utilisait pas cette partie-là du hall 1 et on récupère tout le hall 1 pour y mettre la scène principale du festival sur laquelle on accueille les concerts, les cosplays, dont le World Cosplay Summit. Voilà, et donc du coup, ça va nous donner un super cadre, parce qu'on va être dans le noir, isolé, etc. Donc, on va pouvoir refaire des trucs vraiment top là-dessus. On peut pas en parler encore de... Non. Ah. Bon, alors, super scène dont on vous parlera plus en détail dans 2 semaines. Ah, les lives, c'est terrible. Moi, je sais des trucs, mais je sais plus si on peut encore ou pas. Non, encore. il faut se laisser le temps. Faut que ça soit validé. Il faut. C'est important. Voilà. Mais parce que vous allez revenir dans 2 semaines, donc vous saurez à ce moment-là. Et du coup, pour rappel, donc dans la billetterie. La billetterie, oui, j'étais un peu perturbé. Voilà, la billetterie au tarif tune-in. Donc, moins 25% par rapport au tarif normal. Alors, sauf le samedi, où il n'y en a plus, visiblement. Ouais, c'est sold out sur le samedi, donc il ne faut pas trop traîner sur les autres si vous voulez profiter des réductions, que ce soit sur Paris ou sur Marseille, hein, évidemment, parce qu'on est à l'approche. Et vous avez que jusqu'au 5 février. Voilà. Après, on passera de toute façon au tarif d'après. Le tarif Genin, c'est quand même moins 10%, ça reste avantageux, mais là, il n'en reste pas beaucoup, donc si vous hésitez ou si vous avez décidé, n'hésitez plus. Et il reste toujours des billets zen qui permettent d'avoir une entrée dédiée, anticipée à 8h30, des entrées sorties limitées, une consigne dédiée et illimitée. Ouais, ça c'est la nouveauté de cette année, c'est du coup si, comme on l'a vu l'année dernière, il y a pas mal d'entre vous qui faites du shopping, etc., vous pourrez nous laisser vos sacs tranquillement à la consigne dédiée au Zen et vous pouvez sortir et rentrer librement. Voilà, et vous avez un pack de goodies. Un beau pack de goodies avec... on l'a pas, le nouveau mug. C'est dommage. Il est avec la Perfect Edition, avec la Deluxe Edition de Slam Dunk. Voilà. Et on enchaîne. Du coup, en annonce, on peut vous parler tout de suite de Crazy Bomb World. Voilà, une chaîne YouTube qui propose des contenus humoristiques tels que des parodies ou des chroniques sur la pop culture et le cinéma. Et ils font en avant-première un résumé foireux sur Jujutsu Kaisen 0. Jujutsu Kaisen 0 ? Mais non, le résumé. Ah bon ? Le résumé, il est en avant-première. Jean-François, s'il vous plaît. Alors voilà, il commence à être un peu tard là. Voilà. Non mais ça crée des mythes après genre non, le résumé poireux. Voilà. On a aussi le plaisir d'accueillir Yuzu Natsumi qui est venu à Japan Expo Paris. Oui, elle fait du shamisen. Il cartonne sur scène, c'est super chouette. C'est de la musique. Ce qui est pas mal, c'est qu'on très traditionnelle. Juste pour les secrets, hein, on a du coup les explications, mais qui sont pas dans le même ordre que les textes. Donc c'est pas toujours facile. Je ne félicite pas l'équipe. Et donc c'est les morceaux traditionnels et pop du répertoire du shamisen. Ça vous permet de découvrir toutes les possibilités du shamisen. Non, à chaque émission, on a un téléphone qui sonne. D'habitude, c'est celui de Jean-François. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Jean-Marc Anthony
Kabeya, donc qui était venu à Orléans, mais qui va aussi nous accompagner jusqu'à Marseille pour chanter les génériques de Pokémon, mais pas que, n'est-ce pas? Yu-Gi-Oh! GX. Yu-Gi-Oh! GX. Évidemment. Voilà. Shin-Chan, Dinosaur King. Ah bah voilà. Il avait mis le feu à Orléans, donc le feu, littéralement. Il est vous hyper allez fort sur lui scène. faire un super accueil à Marseille, parce que il est là vraiment pour vous mettre la patate et vous rappeler de très bons souvenirs, parce que c'est pas notre génération, mais finalement Pokémon, ça devient presque de la nostalgie. Ouais, alors sur Orléans, il a réussi à faire chanter à peu près tous les invités du festival sur scène, donc on est très curieux de voir ce que ça va donner à Marseille. On accueille aussi les Starry Sky. Voilà, alors il nous faisait le plaisir de venir régulièrement. Ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas venus à Marseille, et là vous les aurez en concert. C'est aussi grâce à cette nouvelle scène Ichigo qu'on va pouvoir refaire ce genre de concert. Ouais. Ils sont inspirés par la pop japonaise et les univers de la pop culture. Ils ont composé pour Squeezie, pour Le Joueur du Grenier, pour Noob ou encore Sora. Donc ils sont vraiment très très impliqués dans la communauté. Ils ont un répertoire 100% original, ce qui est à noter, parce qu'il y a pas mal de covers souvent dans ce genre de groupe. Et là, ils composent toutes leurs chansons. Et ils seront en dédicace sur leur stand pendant les 3 jours. Ils ont un showcase le vendredi, un showcase le samedi sur la nouvelle scène Ichigo, j'imagine. Oui. Très belle, toute belle. Tout à fait. Et une surprise sur scène le dimanche, avec un invité qui sera annoncé prochainement. Surprise. Ok, on continue avec les Starseeds, donc un groupe d'idoles françaises inspiré de K-pop. Qui a fait groupe qui a fait ses débuts cet été à Japan Expo, et que vous pouvez découvrir sur leur site avec un magnifique clip. On retrouve vraiment tous les standards de la musique coréenne, et elles vont venir faire un super showcase à Japan Expo. C'est rigolo parce que leur production est vraiment construite comme la promotion d'un groupe de K-pop en Corée, quoi. Donc ils sont vraiment très sérieux dans ce qu'ils font. C'est assez sympa à voir. Ils seront en dédicace pendant les 3 jours, en showcase le samedi et en fan meeting. Donc on va jusqu'au bout de la K-pop attitude le dimanche. Et j'ai dit une bêtise, j'ai dit qu'elles étaient là cet été à Paris, mais en fait elles ont fait leur début à Orléans. Ouais. Parce que cet été, malheureusement, il y en avait une d'elles qui n'était pas en état. Ils n'étaient pas... J'en ai parlé tout à l'heure, mais on vous rappelle qu'il y a, comme tous les ans, sauf pandémie, les sélections pour le World Cosplay Summit. Le World Cosplay Summit, c'est ce concours mondial de cosplay qui est organisé au Japon et dont la finale a lieu à Nagoya au mois d'août. Il y a 2 ans, la France avait gagné. Voilà. Donc, on cherche les représentants qui iront cet été à Nagoya pour ramener la coupe à la maison. Voilà. Et pour se rafraîchir, il y a un petit teaser vidéo. Vous l'aurez compris, c'était pour le World Cosplay Summit. Dont les inscriptions vont débuter le 4 février à 21h et qui seront disponibles jusqu'au 2 mars. Midi. Voilà. Midi ou Midi. Et sur Marseille, sur la scène Ichigo, ce sera le samedi 9 mars qu'aura lieu la prestation pour sélectionner les représentants français. Les costumes doivent être obligatoirement issus de mangas ou d'animés ou de jeux vidéo japonais et doivent être faits main.
pas de costume acheté sur Internet ou autre. Et il y a un deuxième effet qui se coule avec l'apparition du World Cinematic Cosplay Summit. Donc c'est une nouveauté pour permettre au plus grand nombre de participer, puisque c'est avec des prestations en vidéo. Donc des vidéos de 2 minutes 30 où vous racontez une histoire, un mini court-métrage. Les costumes doivent obligatoirement être issus de mangas animés ou jeux vidéo japonais et peuvent être achetés pour le coup. Là. Voilà. Et les gagnants des 2 concours seront envoyés à Nagoya au Japon pour la finale internationale. Voilà. Et le cosplay à Japan Expo Sud, ce n'est pas que ça, puisqu'on aura également évidemment des cosplay shows. Un cosplay show le dimanche 10 mars sur la scène Ichigo. Et pour le coup, là, les costumes peuvent être issus aussi d'œuvres de la pop culture de manière globale, pas que japonaise. Hein. Ou complètement inventés, si ça vous fait plaisir. On continue avec une part importante du festival, s'il en est, n'est-ce pas, monsieur? Vous avez des choses à dire. Et donc, on a le plaisir de confirmer que Kana sera de nouveau parmi nous à Marseille. Ouais, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le stand qu'on ne saurait pas, parce qu'on ne sait rien. C'est une bonne question. Là, c'est la colle de la Il y aura des livres. Il y aura des livres, ça c'est une certitude. Non, mais après, nous, on est en effet... alors sur Japan Expo Sud, mais pas que, hein, il faut savoir que c'est un truc qu'on fait quand même depuis pas mal d'années maintenant, hein, d'être présent sur pas mal de salons, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a la chance d'avoir une communauté qui aime justement être en convention, et donc nous on aime être au contact, ça fait partie du microcosme manga, et donc Japan Expo Sud, ça fait quand même pas mal d'années aussi, là j'avoue que j'ai plus en tête, mais ça fait pas mal d'années qu'on vient. On n'aura pas d'invité mangaka japonais, ça c'est sûr et certain pour le coup, désolé, mais par contre on a comme je disais tout à l'heure, on a pas mal d'auteurs de création en manga francophone, parce que pas que français d'ailleurs, et donc oui, vous aurez également de quoi vous amuser avec, pour venir les rencontrer, venir dédicacer évidemment sur notre stand à Japan Expo Sud. On a aussi le plaisir d'accueillir un stand de brocante japonaise. Hamaya France. Voilà, qui permet d'acheter des objets de culture traditionnelle, souvent anciens, toujours de bonne qualité. C'est très à prix raisonnable. Et à prix du coup, ce sont des produits d'occasion et on les a déjà eus sur Paris et Orléans, et je crois que c'est la première fois à Marseille pour le coup, et c'est vraiment un stand à ne pas louper. On peut aussi confirmer la présence d'Anime Store et de Meian, qui sont respectivement éditeurs de DVD et de manga. Génération Disney Ghibli sera présent, donc ce sont les représentants officiels de Disney et Ghibli. Ils vous proposeront tout un tas de produits dérivés, figurines sur leur stand. Et point important, il y a plein d'endroits où manger des choses tout à fait dernière, beaucoup, et de partout en Asie, puisqu'il y aura des boboons, des corn dogs, des carrés, des burgers, des onigiri, des gyoza, des bagels. Enfin, il y en a pour tous les becs. Exactement. On aura de quoi se remplir le ventre à Japan Expo Sud. Et ça, j'en suis sûr que ça ravira petits et grands. Voilà. Et il y en aura du coup dans le hall 2, toute une grande zone dans le hall 2, puisqu'on a déplacé la scène Ichigo dans le hall 1. On peut mettre des restaurateurs dans le hall 2. Il y en aura toujours en extérieur comme d'habitude, et on en retrouvera un petit peu partout comme ça, pour que vous puissiez goûter au plaisir de la gastronomie japonaise et asiatique de manière générale. La street food à l'odeur. On est sur la fin du coup des annonces, hein. Encore une fois, une belle salve d'annonces. Comme d'habitude, il y aura des annonces. C'est dur de parler ça à la fin parce qu'on commence à avoir. Ouais, c'est clair. Et là, il y a la photo. Avec... C'est un peu le problème. Ouais. Avant de se quitter pour aller manger, mon cher Thomas, on va quand même donner le résultat du concours des trois personnes, des trois noms trois personnes qui ont gagné le tome 1 de l'édition Deluxe de Slam Dunk. Et il s'agit de Yam Roné, Scarab, Aware et Asumin Sensei, qui gagnent tous les trois un tome 1 de l'édition Deluxe de Slam Dunk. Bravo à vous. Bravo à vous.
Et merci Cana. Merci Cana. Et merci Nicolas, même, j'ai envie de te dire, d'être passé nous voir, d'avoir pris de ton temps ce soir pour venir discuter avec nous de tout ça, de Slam Dunk, mais de tout métier, de tout ce qui est autour. Ravi d'avoir été avec vous et bonne année, histoire de faire. Et quand est-ce que tu pars pour Angoulême du coup? Tac, on est lundi soir, mercredi. Oui, c'est ça. Merci encore plus d'être venu à 2 jours d'Angoulême. C'est plutôt là, à l'occurrence, l'équipe événementielle qui est en train de donner. En train de bosser, On leur souhaite plein de courage. Carrément. C'est clair. Quant à nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines, lundi à la même heure sur Twitch. N'oubliez pas de follow la chaîne pour ne pas louper les prochains streams. On rappelle également que l'émission sera disponible dans son intégralité sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie. Et voilà quoi, on est bien. On est bien. Tout est bon. Et donc un jour avec encore plein de nouveautés, parce que là, j'ai pas pu dire grand-chose. Je n'en doute pas. On a encore plein de choses à raconter, donc revenez. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, salut. Merci.